La nuit du 28 octobre 1533, au château de Marseille, une jeune fille de seulement 14 ans fut transformée en le spectacle le plus brutal que la cour française ait jamais connu. Tandis que les torches illuminaient les visages expectants de la noblesse, le roi François Ier en personne prit place au chevet du lit nuptial, prêt à observer chaque gémissement, chaque larme, chaque goutte de sang qui marquerait à jamais le destin de l'Europe. Ce qui se passa cette nuit-là ne fut pas une simple consommation matrimoniale. Ce fut la naissance d'un monstre. Catherine de Médicis, la jeune Italienne arrivée en France avec la promesse de devenir reine, se transforma cette aube en quelque chose de complètement différent. Le rituel médiéval connu sous le nom de mise au lit changea sa chambre en un amphithéâtre d'humiliation où dames d'honneur, courtisans et même médecins royaux documentèrent chaque détail de sa violation autorisée. Mais il y a quelque chose que les livres d'histoire n'ont jamais osé révéler. Les documents secrets des archives royales de France gardent des témoignages glaçants de ce qui s'est réellement passé lorsque les rideaux se fermèrent. Car ce n'est pas seulement l'histoire d'une nuit de noces, c'est la chronique de la façon dont le système le plus pervers de contrôle sexuel institutionnalisé de l'histoire européenne a forgé l'assassine la plus sanguinaire que la France ait connue. Une femme qui, des décennies plus tard, orchestrerait le massacre de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent dépecés dans les rues de Paris sur ses ordres directs. Quelle connexion existe-t-il entre cette nuit de terreur de 1533 et les rivières de sang de 1572 ? Les archives interdites du Vatican et les confessions censurées des nonnes qui l'ont assistée révèlent une vérité qui changera à jamais votre perception du pouvoir, de la vengeance et de la sexualité dans les cours royales. Préparez-vous à découvrir le secret le plus sombre de la royauté française, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'aurait jamais dû quitter les murs de Marseille. Laissez un like si cette révélation historique vous a impacté autant que nous. Nous voulons mieux vous connaître. Écrivez dans les commentaires depuis quel pays, ville ou État vous nous suivez, car chaque histoire que nous partageons voyage à travers le monde et nous sommes ravis de savoir où arrive cette vérité censurée. Et maintenant, voici ce qui est le plus excitant. C'est vous qui décidez quel sera notre prochain secret interdit. Dans les commentaires, écrivez le nom de n'importe quelle reine, impératrice, princesse ou noble de l'histoire qui vous intrigue, peu importe l'époque ou la civilisation. Celle qui sera la plus mentionnée sera la protagoniste de notre prochaine vidéo avec des révélations encore plus impactantes. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer ces secrets qui n'auraient jamais dû voir le jour. La France, en 1533, traversait une époque de transformation brutale où le mariage royal ne symbolisait pas l'amour, mais une transaction politique calculée au millimètre près. Le traité d'alliance entre François Ier de France et le pape Clément VII avait scellé le destin de deux adolescents, Catherine de Médicis, nièce du pontife, et Henri d'Orléans, second fils du monarque français. La cour de François Ier avait perfectionné pendant des décennies le système le plus sophistiqué de contrôle sexuel institutionnalisé d'Europe. Chaque aspect de l'intimité royale était réglementé par des protocoles séculaires qui transformaient l'acte le plus privé en un événement d'État. Les ordonnances du thalamus royal, documents conservés dans les archives secrètes de Fontainebleau, établissaient avec une précision chirurgicale chaque étape du rituel nuptial, de la préparation corporelle de la mariée jusqu'à la vérification ultérieure de la consommation. Le château de Marseille, choisi comme scène pour cette cérémonie, avait été témoin d'innombrables nuits similaires. Ces murs abritaient des traditions remontant à l'époque de Charlemagne, lorsque la virginité féminine était considérée comme un patrimoine du royaume et sa perte nécessitait des témoignages officiels. La chambre nuptiale, connue sous le nom de chambre du témoignage, avait été spécialement conçue pour faciliter l'observation. Fenêtres intérieures dissimulées, rideaux stratégiquement placés et espaces réservés aux témoins officiels. Catherine arriva de Florence accompagnée d'un cortège de 150 personnes, incluant des médecins spécialistes des questions féminines et des dames instructrices en devoirs conjugaux. Son éducation matrimoniale avait commencé des mois auparavant sous la supervision de Diane de Poitiers, qui deviendrait paradoxalement sa future rivale, car elle entretenait déjà une relation clandestine avec son fiancé Henri. Cette convergence de forces politiques, de protocoles ancestraux et de passions secrètes
était sur le point de déclencher une tempête qui transformerait à jamais le panorama européen. Catherine de Médicis avait débarqué sur le territoire français comme un investissement politique vivant. À ses 14 ans, cette descendante de banquiers florentins portait sur ses épaules le poids d'une dot extraordinaire. 100 000 écus d'or, des territoires en Italie et la promesse papale de légitimité dynastique. Cependant, derrière sa richesse apparente, se cachait une vulnérabilité dévastatrice. Elle était orpheline, étrangère et complètement dépendante de la bienveillance d'une cour qui la voyait comme une intruse méditerranéenne. Les portraits de l'époque la décrivaient comme une jeune fille de complexion robuste, de teint olivâtre et d'un regard perçant qui contrastait dramatiquement avec les canons de beauté nordique valorisés en France. Son éducation florentine l'avait préparée aux arts, aux mathématiques et à la diplomatie, mais absolument rien ne l'avait préparée aux rituels sexuels de l'aristocratie française. Les lettres privées de sa tante, conservées dans les archives Médicis, révèlent sa terreur face à la perspective d'être exposée comme du bétail au marché. Henri d'Orléans, son fiancé de 14 ans, représentait tout ce qu'elle n'était pas. Français de sang royal, héritier potentiel au trône et adoré par la noblesse. Mais ce prince doré gardait un secret qui déterminerait l'échec matrimonial. Depuis ses 12 ans, il entretenait une relation intime avec Diane de Poitiers, une veuve de 35 ans qui avait séduit l'adolescent avec des techniques raffinées de manipulation sexuelle. La correspondance secrète entre Diane et Henri, découverte des siècles plus tard au château d'Annet, documente comment l'amante avait instruit méticuleusement le jeune prince pour qu'il rejette physiquement sa future épouse. Les stratégies incluaient l'humiliation publique, l'abandon immédiat après la consommation et des comparaisons méprisantes avec l'expérience sexuelle supérieure qu'il possédait déjà. Cette rencontre entre une enfant terrorisée et un adolescent programmé pour la détruire émotionnellement était sur le point de devenir le catalyseur de décennies de vengeance sanglante. Les préparatifs pour la nuit de noces de Catherine de Médicis commencèrent 3 semaines avant le 28 octobre, suivant des protocoles que l'Église catholique avait gardés secrets pendant 8 siècles. Le Codex Matrimonialis, un manuscrit conservé dans les archives privées du Vatican, établissait des procédures spécifiques pour garantir que les mariées royales respectent des normes de pureté qui transcendaient le simple aspect physique. Ce document, jamais montré au public, détaillait des examens corporels invasifs, des rituels de purification et des techniques de préparation sexuelle qui transformaient les adolescentes en objets d'examen médical et religieux. La première phase du protocole, connue sous le nom d'Inspectio Virginalis, exigeait qu'un tribunal de matrones spécialisé examine minutieusement le corps de Catherine. Ces femmes, formées dans des couvents secrets de Paris, possédèrent des connaissances anatomiques rivalisant avec celles des médecins les plus renommés de l'époque. Les actes notariés de ces examens, découverts en 1987 lors de la restauration de la Sainte-Chapelle, révèlent des détails glaçants sur l'inspection corporelle à laquelle fut soumise la jeune Italienne. Marguerite de Montmorency, chef des matrones royales, documenta chaque centimètre du corps de Catherine dans un rapport qui incluait des mesures intimes, une évaluation de l'élasticité de ses tissus et une vérification de l'intégrité de son hymen au moyen d'instruments métalliques conçus spécifiquement pour ces inspections. Le document décrit comment l'adolescente fut placée sur une table de marbre, avec ses jambes écartées et maintenues par des sangles de cuir, tandis que 5 femmes effectuaient l'examen avec la précision de chirurgiens. Mais l'humiliation physique ne représentait que le début d'un processus qui incluait une préparation psychologique pour ce que la cour française appelait le sacrifice nuptial. Catherine fut instruite par Anne de Pisseleu, la maîtresse officielle du roi François Ier, sur des techniques spécifiques de soumission sexuelle qui garantissaient la satisfaction masculine tout en minimisant son propre plaisir. Cette éducation, dispensée lors de sessions quotidiennes de 3 heures, incluait des positions corporelles, une respiration contrôlée et des méthodes pour supprimer toute expression de douleur ou d'inconfort pendant la pénétration. Les manuels d'instruction conjugale, conservés dans la bibliothèque secrète du Louvre, contenaient des illustrations anatomiques montrant exactement comment une épouse royale devait se comporter pendant l'acte sexuel. Ces textes, élaborés par des moines spécialistes des questions matrimoniales, établissaient que le plaisir féminin constituait une trahison à l'ordre divin
et que toute manifestation de jouissance sexuelle de la part de la femme pouvait invalider le mariage aux yeux de Dieu. La préparation physique incluait également l'application de substances conçues pour intensifier l'expérience masculine tout en engourdissant la sensibilité féminine. Les alchimistes royaux avaient développé des onguents à base d'opium, de belladone et d'extraits de plantes narcotiques qui, appliqués sur les zones intimes de la mariée, garantissaient qu'elle reste consciente mais insensible à la douleur pendant la pénétration. Cette pratique, justifiée comme une miséricorde divine, permettait à l'époux d'expérimenter une résistance physique réaliste sans que ces gémissements de douleur ne perturbent le rituel. Au cours de la semaine précédant la cérémonie, Catherine fut soumise à un régime alimentaire spécifique conçu pour optimiser son corps pour la consommation. Les médecins royaux avaient élaboré un régime qui incluait des aphrodisiaques masculins mélangés à des sédatifs féminins, créant une combinaison chimique qui intensifiait la réponse sexuelle du prince tout en maintenant la mariée dans un état de soumission contrôlée. Ce menu secret comprenait des testicules de taureau macérés dans du vin de Bourgogne, des pétales de rose infusés avec du laudanum et un mélange d'épices orientales qui altérait de la perception sensorielle. Les rituels de purification corporelle atteignaient des niveaux de complexité frôlant la torture raffinée. Catherine fut baignée quotidiennement dans des eaux bénites, mélangées à du vinaigre, du sel marin et des herbes astringentes qui durcissaient sa peau et contractaient ses tissus intimes. Ces bains, supervisés par des nonnes spécialisées en préparation nuptiale, duraient jusqu'à 4 heures et incluaient des massages avec des huiles provoquant une inflammation contrôlée dans ces zones érogènes, garantissant une expérience plus intense pour son futur époux. La tenue pour la nuit de noces avait été conçue spécifiquement pour faciliter l'accès sexuel tout en maintenant des éléments symboliques de pureté. La chemise de nuit de Catherine, confectionnée par les meilleures couturières de Paris, incluait des ouvertures stratégiquement placées permettant la pénétration sans nudité complète. Cette pièce, élaborée en soie transparente bordée de fils d'or, incorporait également des éléments mécaniques, des cordons qui pouvaient être tirés pour immobiliser les bras de la mariée et une structure interne qui maintenait ses jambes en position pendant l'acte. Les témoignages les plus perturbants proviennent des confessions des dames de compagnie qui participèrent à ces préparatifs. Marie de Montpensier, l'une des nobles chargées d'instruire Catherine, écrivit dans son journal personnel que la jeune Italienne pleurait du sang chaque nuit pendant cette semaine de préparation. Ces larmes sanguinolentes, résultant d'un stress extrême et des substances chimiques administrées, furent interprétées par le clergé comme un signe divin, confirmant la pureté de la future mariée. La préparation psychologique incluait également la visualisation de scénarios de douleur et d'humiliation que Catherine devait accepter comme partie naturelle du mariage aristocratique. Les nonnes instructrices utilisaient des poupées anatomiques pour démontrer des positions sexuelles spécifiques, expliquant en détail comment chacune maximisait le plaisir masculin tout en garantissant la soumission féminine. Ces sessions, documentées dans les archives secrètes du couvent de Saint-Denis, révèlent une systématisation du contrôle sexuel qui transcendait toute considération pour le bien-être physique ou émotionnel de la mariée. Les médecins royaux réalisèrent également des procédures correctives sur le corps de Catherine pour optimiser sa fonction reproductive. Le docteur Jean Fernel, médecin personnel du roi, pratiqua des incisions mineures sur son hymen pour faciliter la pénétration initiale, utilisant des instruments chirurgicaux qu'il avait lui-même conçus à ses fins. Cette intervention, réalisée sans anesthésie sous la justification que la douleur purifiait l'âme, laissa des cicatrices qui conditionnèrent à jamais l'expérience sexuelle de la jeune Italienne. La nuit du 27 octobre, veille de la cérémonie, Catherine fut soumise au dernier rituel de préparation, la bénédiction du ventre. Cette procédure, réalisée par l'archevêque de Reims en présence de témoins sélectionnés, incluait l'insertion de reliques sacrées dans son vagin, tandis que des prières spécifiques étaient récitées pour garantir la fertilité. Les reliques, fragments d'os de saints liés à la maternité, restèrent en elle toute la nuit, causant irritation et inflammation que les clercs interprétèrent comme activation divine de ses pouvoirs reproductifs. Les documents les plus glaçants proviennent des archives du confesseur royal, qui enregistra les paroles exactes prononcées par Catherine lors de ses dernières confessions avant le mariage.
L'adolescente avait exprimé des désirs suicidaires, manifestant qu'elle préférait se jeter des tours de Marseille plutôt que d'être transformée en spectacle pour la diversion de la cour. Ces confessions, scellées sous secret pontifical pendant près de 5 siècles, révèlent l'état de terreur absolu dans lequel se trouvait la future reine de France. La machinerie de contrôle sexuel, institutionnalisée, avait transformé une jeune fille intelligente et éduquée en un objet d'expérimentation combinant médecine, religion et politique dans une synthèse brutale de domination patriarcale. Chaque aspect de son corps, de son esprit et de son âme avait été modifié, préparé et conditionné pour servir des objectifs qui transcendaient son humanité individuelle. Cette systématisation de l'abus, légitimée par l'autorité divine et royale, représentait l'aboutissement de siècles de perfectionnement dans des techniques de contrôle féminin que les cours européennes avaient développées jusqu'à les transformer en un art sinistre. Les coulisses de ce processus révèlent une réalité encore plus perturbante: la participation active de femmes aristocratiques à la perpétuation de ces rituels d'humiliation. Les dames d'honneur qui supervisèrent la préparation de Catherine avaient été soumises à des processus similaires des décennies auparavant et reproduisaient maintenant les mêmes schémas de violence avec une naturalité qui témoignait de la normalisation complète de ces pratiques. Cette transmission générationnelle de traumatismes institutionnalisés garantissait la pérennité d'un système qui transformait les victimes en futures perpétratrices. Le 28 octobre 1133, à 8 heures du soir, les cloches du château de Marseille commencèrent à sonner avec un rythme cérémoniel qui annonçait le début du spectacle le plus macabre que l'aristocratie française ait perfectionné au fil des siècles. La chambre du témoignage avait été aménagée selon des spécifications ancestrales qui transformaient l'acte matrimonial en un événement d'État aux dimensions théâtrales calculées pour maximiser l'humiliation féminine tout en satisfaisant les instincts voyeuristes de la noblesse. François Ier occupa personnellement la chaise principale, située stratégiquement à moins de 3 mètres du lit nuptial. Ce trône d'observation, sculpté spécifiquement pour les cérémonies de consommation royale, incorporait des accoudoirs conçus pour soutenir des coupes de vin et de petits compartiments où le monarque rangeait des documents qu'il devait signer pour certifier la légitimité de l'acte sexuel. Les registres notariés conservés à Fontainebleau décrivent comment le roi portait une tunique cérémonielle brodée de symboles phalliques en fil d'or, une tenue traditionnelle pour présider ces violations institutionnelles. La disposition spatiale de la chambre suivait un protocole établi dans le Codex Observationis, un document secret qui réglementait la position exacte de chaque témoin selon son rang aristocratique. Les ducs occupèrent des chaises situées du côté droit du lit, leur permettant d'observer directement le visage de la mariée pendant la pénétration. Les marquis se plaçaient au pied du lit, une position qui leur offrait une visibilité complète de la consommation génitale. Les dames d'honneur, disposées en demi-cercle derrière le roi, avaient la responsabilité spécifique de documenter chaque expression faciale, gémissement et manifestation de douleur que Catherine affichait durant le processus. Le cardinal de Lorraine, représentant papal lors de la cérémonie, tenait un crucifix en or massif tout en récitant des prières spécifiques conçues pour sanctifier la violence matrimoniale. Ces oraisons, contenues dans le Missal Matrimonial Secretum, incluait des supplications pour que la mariée éprouve la douleur maximale possible, interprétée théologiquement comme une purification de l'âme féminine par la souffrance corporelle. Les manuscrits du Vatican révèlent que ces prières avaient été composées à l'origine pour accompagner des exécutions publiques, adaptées par la suite aux cérémonies nuptiales aristocratiques. Catherine fut conduite vers le lit par 6 matrones spécialisées dans la gestion de mariées résistantes. Ces femmes, entraînées à des techniques d'immobilisation combinant connaissances médicales et expérience carcérale, avaient développé des méthodes pour réprimer toute tentative d'évasion ou de résistance physique sans laisser de marques visibles qui pourraient perturber le spectacle. Leurs mains, couvertes de gants en cuir renforcé, appliquaient une pression sur des points nerveux spécifiques qui paralysaient temporairement les membres de l'adolescente sans causer de perte de conscience. La tenue nuptiale avait été conçue pour faciliter l'accès sexuel tout en maintenant des éléments symboliques qui intensifiaient l'expérience de domination.
La chemise de nuit en soie incorporait des ouvertures aux bords renforcés qui empêchaient les déchirures accidentelles, garantissant que la pénétration puisse s'effectuer sans obstacle textile. Les cordons dorés qui ornaient la pièce fonctionnaient simultanément comme éléments décoratifs et dispositifs de restriction, permettant d'immobiliser bras et jambes par des mouvements apparemment cérémoniels. Henri d'Orléans entra dans la chambre en affichant une confiance artificielle qui contrastait dramatiquement avec sa jeunesse. Les préparatifs masculins avaient inclus l'administration d'excitants sexuels développés par des alchimistes spécialisés en potentialisation virile pour des événements publics. Ces substances, élaborées à partir de cantharides espagnoles, de ginseng oriental et d'extraits testiculaires bovins, provoquaient des érections prolongées, accompagnées d'une agressivité sexuelle intensifiée qui garantissait un spectacle satisfaisant pour les observateurs aristocratiques. Le protocole établissait que la consommation devait s'effectuer en 3 phases documentées indépendamment. La première phase, dénommée approche cérémonielle, exigeait que le marié déshabille progressivement la mariée, tandis que les témoins évaluaient la qualité de son corps nu. Henri exécuta cette procédure avec des mouvements mécaniques qui témoignaient d'un entraînement préalable, arrachant systématiquement chaque vêtement tout en prononçant des formules rituelles en latin qui décrivaient anatomiquement ce qu'il révélait à chaque dénudement. Les documents secrets de l'événement, rédigés par le notaire royal Jean de Taix, enregistrent les réactions spécifiques de Catherine pendant cette phase initiale. L'adolescente avait commencé à éprouver des convulsions involontaires causées par la combinaison de terreurs psychologiques et des narcotiques administrés lors de sa préparation. Ces convulsions, interprétées par les témoins comme des manifestations de pureté virginale, furent documentées minutieusement comme preuve de la légitimité du mariage. La deuxième phase, connue sous le nom de vérification corporelle, impliquait un examen public des organes génitaux féminins réalisé par le médecin royal en présence de tous les témoins. Le docteur Fernel utilisa des instruments métalliques pour dilater le vagin de Catherine, tout en décrivant verbalement l'état de son hymen et la configuration anatomique de ses organes reproductifs. Cette procédure, justifiée médicalement comme une évaluation d'aptitude matrimoniale, incluait l'insertion de sondes qui mesuraient la profondeur vaginale et évaluaient l'élasticité des tissus intimes. Pendant cette inspection, les témoins aristocratiques exprimèrent des commentaires qui furent enregistrés littéralement dans les actes notariés. Le duc de Montmorency compara les organes génitaux de Catherine à une rose piétinée par des chevaux, tandis que la duchesse d'Étampes observa que l'Italienne possède la constitution robuste nécessaire pour supporter de multiples grossesses. Ces commentaires, prononcés alors que l'adolescente restait immobilisée et exposée, témoignaient de la déshumanisation complète qui caractérisait ces rituels de domination sexuelle institutionnalisés. La troisième phase constituait la consommation proprement dite, exécutée sous la supervision directe du roi François Ier, qui fournit des instructions spécifiques sur des techniques de pénétration maximisant à la fois la douleur féminine et la satisfaction des observateurs. Le monarque avait développé une expérience considérable dans la direction de ces cérémonies, ayant présidé les consommations matrimoniales de ses sœurs, cousines et nièces pendant des décennies de perfectionnement en spectacles sexuels aristocratiques. Henri procéda à la pénétration initiale, tandis que Catherine était maintenue en position par les matrones spécialisées. Les registres médicaux documentent que la rupture de l'hymen s'accompagna d'une hémorragie abondante qui fut recueillie cérémoniellement dans des récipients en or massif. Ce sang, considéré comme preuve irréfutable de virginité, serait ensuite analysé par des alchimistes royaux et conservé dans des reliquaires qui certifiaient la légitimité dynastique des futurs héritiers. Le processus de pénétration se prolongea pendant environ 40 minutes. Un temps enregistré au moyen de sabliers, utilisé spécifiquement pour mesurer la durée des consommations royales. Durant cette période, les témoins alternèrent à leur position pour obtenir des perspectives visuelles variées de l'acte sexuel, suivant un protocole établi qui garantissait une documentation exhaustive de l'événement depuis de multiples angles d'observation. Les réactions de Catherine pendant la pénétration furent cataloguées systématiquement par les dames d'honneur spécialisées dans l'interprétation des réponses féminines lors de violations cérémoniales. Marie de Guise enregistra que l'adolescente émettait des gémissements alternant entre des supplications en italien et des cris inarticulés,
tandis qu'Anne de Montmorency documenta des contractions musculaires involontaires témoignant d'une résistance corporelle instinctive contre l'invasion masculine. François Ier intervint personnellement à plusieurs reprises pour corriger la technique de pénétration de son fils, démontrant des positions spécifiques qui intensifiaient l'expérience sexuelle tout en prolongeant la souffrance féminine. Ces interventions, réalisées par manipulation directe des corps des deux jeunes, furent justifiées comme une instruction paternelle en arts matrimoniaux et documentées en détail pour des références futures lors de cérémonies similaires. Le point culminant du spectacle se produisit lorsque Henri atteignit son orgasme accompagné d'une éjaculation qui fut vérifiée visuellement par tous les témoins présents. Le sperme, recueilli par des procédures spécifiques, serait ensuite examiné par des médecins spécialisés en fertilité masculine pour confirmer son potentiel reproductif. Cette vérification constituait un requisito légal indispensable pour valider les mariages aristocratiques aux implications dynastiques. Immédiatement après l'éjaculation, Henri se retira du lit et quitta la chambre sans adresser la moindre parole à son épouse, fraîchement consommée. Ce départ abrupt, établi protocolairement pour démontrer que l'acte sexuel avait été purement procréatif, sans implications émotionnelles, laissa Catherine complètement nue et ensanglantée face à l'assemblée de témoins qui continuèrent à l'observer pendant 30 minutes supplémentaires. Les matrones procédèrent alors à l'examen post-consommation, vérifiant par inspection génitale directe que la pénétration avait été complète et qu'il n'existait aucune preuve de simulation ou de fraude matrimoniale. Cet examen incluait l'insertion d'instruments confirmant la présence de sperme dans le canal vaginal et évaluant le degré de traumatisme physique causé par la pénétration initiale. Les témoins signèrent individuellement des certificats d'authenticité qui validaient légalement le mariage et établissaient la base juridique pour de futures revendications dynastiques. Ces documents, rédigés en latin cérémoniel, incluaient des descriptions anatomiques précises de l'acte sexuel observé et des déclarations sous serment sur la virginité préalable de la mariée et la puissance sexuelle démontrée par le marié. L'événement se conclut par la collecte cérémonielle des draps ensanglantés, qui seraient conservés dans les archives royales comme preuve physique permanente de la consommation matrimoniale. Ces reliques textiles, imprégnées de sang virginal et de fluides séminaux, acquéraient une valeur juridique équivalente à celle de traités internationaux en cas de dispute successorale future. Catherine resta immobile sur le lit pendant les 2 heures suivantes, tandis que les matrones appliquaient des onguents cicatrisants sur ses blessures génitales et administraient des sédatifs supplémentaires pour contrôler les convulsions post-traumatiques qui avaient commencé à se manifester. Son état physique, décrit dans les rapports médicaux comme compatible avec une violation sexuelle sévère, fut interprété officiellement comme une réaction normale d'adaptation aux devoirs matrimoniaux aristocratiques. La nuit du 28 octobre avait consommé plus qu'un mariage politique. Elle avait forgé une vengeance qui couvrait pendant des décennies dans l'esprit brisé d'une adolescente italienne transformée en objet de divertissement sadique pour l'aristocratie française. Le système de contrôle sexuel institutionnalisé avait fonctionné à la perfection, créant une victime qui évoluerait pour devenir la perpétratrice la plus sanguinaire que l'Europe ait connue. Les conséquences immédiates de cette nuit brutale se manifestèrent par des transformations psychologiques que les médecins royaux documentèrent comme des altérations du tempérament féminin postérieur à l'initiation matrimoniale. Catherine développa des schémas comportementaux alternant entre une catatonie absolue et des épisodes de violence dirigés contre des objets inanimés. Les rapports du docteur Fernel décrivent comment la jeune Italienne passait des jours entiers sans prononcer un mot, suivis d'explosions où elle détruisait systématiquement meubles, tapisseries et œuvres d'art dans ses appartements privés. La cour française interpréta ces manifestations comme des preuves de sang italien corrompu nécessitant une correction par des disciplines supplémentaires. Durant les 6 premiers mois suivant le mariage, Catherine fut soumise à des traitements médicaux conçus pour stabiliser sa nature féminine, incluant des saignées hebdomadaires, l'application de sangsues sur ses organes génitaux et l'administration de purgatifs qui la maintenaient dans un état de faiblesse physique constante. Ces procédures, justifiées comme un équilibrage des humeurs corporelles, représentaient en réalité un système de torture médicale destiné à briser toute résistance psychologique résiduelle.
L'abandon immédiat d'Henri après la consommation établit un schéma d'humiliation conjugale qui se prolongea pendant 9 années dévastatrices. Le prince ne reprit pas de relations sexuelles avec son épouse durant les 12 mois suivants, préférant dédier son temps exclusivement à Diane de Poitiers, qui avait délibérément intensifié son influence sur le jeune homme pour maximiser la souffrance de l'Italienne. Les lettres privées entre les amants, conservées au château d'Annet, révèlent des stratégies calculées pour détruire l'estime de soi de Catherine par des comparaisons publiques avec l'expérience sexuelle supérieure que Diane offrait. La stérilité apparente de Catherine durant la première décennie matrimoniale déclencha un second cycle de violations institutionnalisées, déguisées en traitement de fertilité. Les médecins spécialisés en obstruction utérine développèrent des procédures invasives incluant l'insertion d'instruments métalliques chauffés, des injections de substances caustiques et des manipulations internes causant des hémorragies internes régulières. Ces traitements, administrés mensuellement pendant 8 ans, furent documentés méticuleusement dans des archives médicales qui témoignent d'une systématisation du sadisme scientifique appliqué spécifiquement aux femmes aristocratiques considérées comme défectueuses. La transformation psychologique de Catherine durant cette période de torture médicale continue révéla l'émergence graduelle de mécanismes de survie qui évoluèrent vers des stratégies de vengeance sophistiquées. Les journaux secrets de ces dames de compagnie enregistrent comment la jeune femme commença à étudier systématiquement l'anatomie humaine, la toxicologie et les techniques d'interrogatoire, apparemment pour mieux comprendre les traitements auxquels elle était soumise. Cependant, ces connaissances acquises sous la torture se transformèrent par la suite en outils pour infliger des souffrances similaires à ses ennemis. Le premier grossesse réussie de Catherine en 1544, 11 ans après son mariage, marqua le début d'une phase différente, mais tout aussi brutale de contrôle reproductif. Les protocoles obstétricaux royaux exigeaient une supervision constante des femmes enceintes aristocratiques, incluant des examens vaginaux hebdomadaires réalisés par des comités de médecins qui vérifiaient le développement fœtal par palpation invasive. Durant ces 10 grossesses subséquentes, Catherine endura plus de 400 inspections génitales publiques, chacune documentée dans des registres traitant son corps comme une propriété reproductrice de l'État français. Les accouchements royaux constituaient des spectacles publics qui reproduisaient la violation cérémonielle du mariage en version amplifiée avec des dimensions encore plus grotesques. Catherine mit au monde ses enfants devant des audiences, incluant des ambassadeurs étrangers, des cardinaux, des ducs et des dames d'honneur qui certifiaient la légitimité dynastique par observation directe du processus d'expulsion fœtale. Les documents obstétricaux décrivent comment la reine était maintenue en position d'accouchement pendant des heures supplémentaires après la naissance pour permettre à tous les témoins d'inspecter visuellement ses organes génitaux dilatés et de confirmer qu'il n'y avait eu aucune substitution frauduleuse de bébé. La mort prématurée de 3 de ses enfants durant l'enfance déclencha des enquêtes qui soumirent Catherine à des interrogatoires sous torture pour déterminer si elle avait délibérément empoisonné sa propre descendance. Ces procédures, autorisées par le Parlement de Paris, incluaient l'application d'instruments de compression sur ses membres et l'administration de substances provoquant des confessions involontaires. Les transcriptions de ces interrogatoires révèlent comment le traumatisme accumulé avait commencé à fragmenter sa personnalité, se manifestant par des réponses alternant entre des supplications désespérées et des menaces de vengeance élaborées avec une précision sinistre. L'accouronnement d'Henri II en 1547 éleva formellement Catherine au rang de reine consort, mais paradoxalement intensifia sa marginalisation politique et sexuelle. Diane de Poitiers fut officiellement reconnue comme maîtresse en titre, une position qui lui octroyait une autorité supérieure à celle de la reine elle-même dans les questions relatives au gouvernement du royaume. Cette humiliation institutionnalisée culmina lorsque Catherine fut obligée de participer à des cérémonies où elle devait servir personnellement des repas aphrodisiaques à son époux et à sa maîtresse, avant de se retirer pour leur permettre l'intimité dans des appartements contigus aux siens. Les archives diplomatiques révèlent comment des ambassadeurs étrangers décrivaient Catherine durant cette période comme une ombre vivante qui observe constamment mais ne parle jamais.
Sa présence aux événements de cour était devenue inquiétante pour les nobles qui commencèrent à noter une intensité perturbante dans son regard et une capacité surnaturelle à se rappeler conversations, gestes et faiblesses personnelles qu'elle utiliserait par la suite avec une précision vengeresse. Cette phase d'observation silencieuse constitua en réalité une période de collecte d'informations que la future Reine Noire emploierait pour détruire systématiquement ceux qui avaient participé à son humiliation. L'accident mortel d'Henri II, en 1559, lors d'un tournoi où un éclat de lance perfora son crâne, marqua le début de la transformation de Catherine de victime en perpétratrice. Les registres médicaux de l'événement, conservés dans les archives secrètes du Louvre, incluent des témoignages de témoins qui décrivent la réaction de la reine face à l'agonie de son époux. Tandis que Diane de Poitiers sanglotait dramatiquement, Catherine resta immobile, observant chaque convulsion, chaque cri de douleur et chaque goutte de sang jaillissant de la blessure crânienne avec une sérénité qui terrifia les présents. La régence de Catherine sur ses enfants mineurs lui procura enfin le pouvoir politique nécessaire pour mettre en œuvre des vengeances qu'elle avait planifiées méticuleusement pendant des décennies d'humiliation silencieuse. Sa première action en tant que régente fut d'ordonner l'expulsion immédiate de Diane de Poitiers de toutes les propriétés royales, confisquant simultanément ses biens et interdisant tout contact avec les membres de la famille royale sous peine de mort. Cette décision, exécutée avec une brutalité calculée, inclut la saisie de bijoux, propriétés et œuvres d'art qui avaient été des cadeaux du roi défunt. Les méthodes employées par Catherine pour détruire ses ennemis révélèrent une sophistication sadique, surpassant tout précédent dans l'histoire européenne. Son réseau d'espions, composé d'anciens médecins, confesseurs et dames d'honneur qui avaient participé à sa torture antérieure, développa des techniques d'élimination combinant empoisonnement graduel et humiliation publique systématique. Les archives secrètes de l'Inquisition française documentent plus de 200 cas de morts mystérieuses parmi les nobles qui avaient assisté ou participé aux rituels de domination sexuelle auxquels elle avait été soumise durant sa jeunesse. Le cas le plus emblématique de sa vengeance systématisée fut la destruction complète de la famille Montmorency, dont les membres avaient fourni les matrones spécialisées en immobilisation de mariées résistantes. Catherine orchestra la ruine économique, l'exil politique et les morts successives de 3 générations de cette dynastie par des stratégies qui se prolongèrent pendant 20 ans. Les méthodes incluaient des accusations fausses d'hérésie, la confiscation de propriétés sous des prétextes légaux fabriqués et des assassinats déguisés en accidents ou maladies naturelles. La culmination de son programme de vengeance se manifesta dans la planification et l'exécution du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, un événement qui représentait la projection amplifiée du traumatisme originel subi lors de sa nuit de noces. Les protocoles d'extermination conçus par Catherine reproduisaient structurellement les rituels d'humiliation sexuelle auxquels elle avait été soumise. Sélection de victimes basée sur la vulnérabilité, création de spectacles publics de violence, participation forcée de témoins et documentation méticuleuse des souffrances infligées. Les documents secrets de l'événement, conservés dans les archives papales, révèlent que Catherine avait instruit spécifiquement les exécuteurs pour prolonger l'agonie des victimes masculines par des techniques de torture reproduisant les procédures médicales invasives qu'elle avait endurées. Les femmes protestantes furent soumises à des violations publiques avant d'être assassinées, reproduisant ainsi le schéma d'exhibitionnisme sexuel qui avait caractérisé sa propre victimisation. Cette reproduction systématique du traumatisme originel, amplifiée vers des milliers de victimes, témoigna de la façon dont le système de contrôle sexuel institutionnalisé avait créé un monstre capable de perpétuer des violences exponentiellement magnifiées. La transformation de Catherine de Médicis d'une adolescente victime en perpétratrice génocidaire illustre avec une précision glaçante comment les mécanismes de domination sexuelle employés par les aristocraties européennes produisaient des effets psychologiques qui transcendaient la destruction individuelle pour générer des conséquences historiques de magnitude cataclysmique. Le traumatisme infligé durant une seule nuit de 1533 s'était métabolisé pendant des décennies jusqu'à devenir une soif de vengeance qui transformerait de manière permanente le panorama politique et religieux de l'Europe. Les registres finaux de sa vie, écrits par des confesseurs qui l'assistèrent durant son agonie en 1589,
décrivent comment, dans ses dernières paroles, elle évoqua répétitivement les événements du 28 octobre 1533, prononçant les noms de témoins décédés des décennies auparavant et décrivant avec une précision anatomique les procédures auxquelles elle avait été soumise 56 ans plus tôt. Cette persistance du traumatisme originel jusqu'au moment de sa mort confirma que la violation cérémonielle avait fracturé irrémédiablement sa psyché, créant une personnalité divisée entre la victime éternelle et la vengeresse implacable qui coexistèrent simultanément durant toute son existence postérieure. L'héritage historique de Catherine de Médicis transcende sa biographie individuelle pour constituer un témoignage définitif sur les conséquences à long terme des systèmes de contrôle sexuel institutionnalisés. Son évolution d'objet de sadisme aristocratique vers architecte de génocide religieux démontre comment la violence sexuelle systématisée par le pouvoir politique génère des cercles de vengeance qui perpétuent des brutalités amplifiées à travers les générations. Le cas de la Reine Noire représente la culmination logique de civilisations qui normalisèrent la domination sexuelle comme outil de contrôle social, révélant que de tels systèmes produisent inévitablement des monstres dont la capacité destructrice dépasse exponentiellement les violences originelles qui les ont créées. L'histoire que vous venez de découvrir reste censurée dans pratiquement tous les manuels européens. Car admettre ces systèmes de contrôle sexuel institutionnalisés remettrait en question les fondements mêmes des civilisations occidentales. Ce qui s'est passé au château de Marseille n'était pas un événement isolé, mais la manifestation parfaite de protocoles qui se sont répliqués pendant des millénaires dans toutes les cours de pouvoir mondial. Les archives secrètes que nous avons explorées ne représentent que la surface d'une réalité bien plus perturbante. Chaque civilisation a développé ses propres versions de ces rituels de domination sexuelle. Des harems surveillés de l'Empire ottoman aux cérémonies de purification forcée des dynasties chinoises, en passant par les mariages rituels des cultures précolombiennes qui transformaient des adolescentes en objets sacrificiels pour consolider des alliances politiques. Si cette révélation sur Catherine de Médicis a éveillé en vous la soif de connaissances que vous méritez, sachez qu'il existe des dizaines de cas similaires attendant d'être exhumés. Que s'est-il vraiment passé lors de la nuit de noces d'Anne Boleyn qui l'a transformée en l'obsession destructrice d'Henri VIII? Quels étaient les rituels secrets qui ont fait de Cléopâtre la séductrice la plus létale du monde antique? Pourquoi les documents du Vatican cachent-ils encore les témoignages des nonnes couronnées de la Nouvelle-Espagne, soumises à des mariages mystiques avec des procédures identiques à des violations cérémoniales? Ce canal existe précisément parce que les vérités les plus impactantes de l'histoire ont été délibérément occultées par des institutions qui préfèrent maintenir des versions édulcorées des événements plutôt que de révéler la brutalité systématique du pouvoir patriarcal à travers les siècles. Chaque vidéo que nous partageons avec vous représente des mois de recherche dans des archives interdites, des témoignages censurés et des documents que les élites académiques ont gardés hors de portée du public pendant des décennies. Abonnez-vous maintenant pour assurer votre accès à des révélations qui changeront à jamais votre compréhension des dynamiques réelles du pouvoir, de la sexualité et de la vengeance dans les civilisations qui ont forgé notre monde actuel. Activez les notifications, car les secrets que nous partagerons prochainement sur les impératrices aztèques, les concubines impériales chinoises et les reines guerrières africaines surpasseront en intensité et en perturbation tout ce que vous avez vu aujourd'hui. L'histoire réelle n'a jamais été celle qu'on vous a enseignée à l'école. Rejoignez ceux qui osent connaître la vérité complète.